Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mate-moi ça. Nous allons aujourd'hui partir dans un voyage mathématique qui va nous faire découvrir d'intéressantes relations entre les nombres complexes et les rotations. Outre les résultats que nous établirons, je pense que cette vidéo aura surtout l'intérêt de vous montrer à quoi peuvent ressembler les grandes étapes d'une réflexion mathématique. Alors débutons. Souvent, un voyage mathématique commence par une question. Dans notre cas, la question sera la suivante. Que se passe-t-il lorsqu'on multiplie un nombre complexe par le nombre i? Alors rappelons dès maintenant que i est l'unité complexe, ce fameux nombre dont le carré vaut moins 1. Prenons un nombre complexe quelconque z, de partie réelle x et de partie imaginaire y. On le multiplie par i, on obtient donc par distributivité x fois i plus y fois i au carré. On vient de le voir, i au carré vaut moins 1, ce qui implique que iz vaut moins y plus xi. Ainsi, si on compare z et iz, nous constatons que la partie réelle de z est devenue la partie imaginaire de iz et que la partie imaginaire de z correspond à l'opposé de la partie réelle de iz. Ce qui nous permet d'écrire les relations dans l'encadré bleu. Vous verrez qu'elles nous serviront un peu plus tard. Bon, c'est très bien, mais difficile encore de donner un sens à ces observations. Pour mieux voir les choses, je vous propose de passer sur un plan euclidien. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'un nombre complexe correspond tout simplement à un point du plan. Prenons par exemple le nombre complexe 2 plus 4i, donc de partie réelle 2 et de partie imaginaire 4. Comment va-t-on le représenter sur le plan? Eh bien c'est simple, on lui associe le point M d'abscisse 2 et d'ordonnée 4. Donc on construit le point M de la sorte, et on peut aussi associer à cela un vecteur, le vecteur OM, qui relie le centre du repère O au point M. On dira alors que le nombre complexe z est l'affixe du point M et qu'il est également l'affixe du vecteur OM. Alors si vous voulez, restons sur cet exemple et revenons à notre question. Que se passe-t-il lorsqu'on multiplie ce nombre par i? Donc pour connaître l'expression de iz, vous pouvez soit faire le calcul directement, soit réutiliser les relations en début de vidéo. Dans tous les cas, vous trouverez que iz vaut moins 4 plus 2i. Et maintenant, plaçons ce nouveau point dans le repère. Donc toujours d'après le même principe, le nombre iz correspond au point M' de coordonnées moins 4, 2. Et on peut également construire le vecteur OM'. Et là, est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier entre les deux vecteurs? Eh bien, ceux qui ont l'œil affûté auront certainement remarqué l'angle droit qui existe entre les deux. En effet, on passe de OM à OM' en effectuant une rotation de 90 degrés par rapport au centre O. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez essayer avec d'autres nombres complexes, vous constaterez également cet angle de 90 degrés après la multiplication par i. Alors à présent, nous arrivons à une nouvelle étape de notre voyage. Nous observons une propriété qui se réalise dans tous nos exemples, à savoir que lorsqu'on multiplie un nombre complexe par i, son vecteur correspondant subit une rotation de 90 degrés. Il y a donc tout lieu de penser que cette propriété soit vraie. Néanmoins, on n'en a pas la preuve. Donc à ce stade, c'est ce que l'on appelle une conjecture. Et petit conseil, pour faire plus classe, c'est toujours mieux de donner un nom à votre conjecture. À défaut de Poincaré, on appellera la nôtre MMC. Et vous l'avez compris, notre prochaine aventure consiste à démontrer la conjecture MMC. Alors pour ce faire, on va devoir utiliser un outil mathématique qui s'appelle le produit scalaire. On va essayer d'être le plus simple dans sa présentation. Prenez ce cas où nous avons deux vecteurs, OA et OB, qui forment entre eux un angle alpha. Alors le produit scalaire, c'est une fonction qui prend en argument ces deux vecteurs et qui leur associe la valeur suivante. Norme de OA fois norme de OB. Arrêtons-nous un instant pour dire que ce qu'on appelle la norme en mathématiques, c'est tout simplement la longueur du vecteur. Et donc, au produit des normes de ces deux vecteurs, on rajoute la multiplication par cosinus alpha, autrement dit, le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Ça, c'est la première définition du produit scalaire qui s'appuie donc sur une vision géométrique. Il est intéressant de voir également sa définition analytique. Pour ce faire, nous allons relier chaque vecteur à son affixe, c'est-à-dire au nombre complexe qui lui correspond. Dans ce cas, si l'affixe de OA est le nombre complexe z et l'affixe de OB est le nombre complexe z', alors le produit scalaire de OA et OB correspondra au produit des parties réelles de z et z', auquel on additionne le produit des parties imaginaires de z et z'. Voilà pour la définition du produit scalaire. Bon, mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Nous allons en fait en déduire une petite propriété.
regardez. Quand est-ce que le produit scalaire peut être égal à 0 ? Eh bien, si on part du principe que OA et OB ne sont pas des vecteurs nuls, alors la longueur de OA sera forcément strictement supérieure à 0. Et même constat pour la longueur du vecteur OB. Autrement dit, cela oblige cosinus alpha à être égal à 0. Et là, je vous invite à revoir vos tables de trigonométrie. Si le cosinus d'un angle vaut 0, alors cet angle vaut 90 degrés. Autrement dit, si le produit est nul, alors les deux vecteurs forment entre eux un angle droit. Et cette propriété, elle va bien nous servir, car rappelez-vous ce que l'on cherche à démontrer. Qu'en multipliant un nombre complexe par i, son vecteur subit une rotation de 90 degrés. Donc par exemple, nommons OZ le vecteur d'affixe z, et OZ', le vecteur d'affixe i fois z. On cherche à démontrer que ces deux vecteurs forment un angle droit. D'après l'encadré jaune, une façon de le faire serait de montrer que le produit scalaire entre OZ et OZ' est nul, et l'angle droit découlerait tout seul. Eh bien, essayons. Le produit scalaire entre OZ et OZ', si on utilise la version analytique, c'est le produit des parties réelles de z et de iz, plus le produit des parties imaginaires de z et iz. Et là, souvenez-vous de ce que nous avions trouvé en début de vidéo concernant les relations entre les parties réelles et imaginaires de z et iz. Remettons l'encadré. Dans la première somme, nous pouvons donc remplacer partie réelle de z par partie imaginaire de iz. Et dans la deuxième somme, remplacer partie imaginaire de z par moins la partie réelle de iz. Et là, c'est beau à voir. Nous avons en fait le même terme, et en faisant l'un moins l'autre, forcément, nous avons 0. Bon, et bien là, c'est une grande étape dans notre voyage, puisque notre conjecture est devenue propriété. On peut s'appuyer dessus. Et avant d'aller plus loin, je trouve qu'il est toujours intéressant de s'arrêter sur un résultat, d'essayer en quelque sorte de le décortiquer et de voir ce que l'on peut en tirer. Alors voilà ce que j'ai vu, et si vous voyez d'autres choses intéressantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous venons d'établir que multiplier par i correspond à faire une rotation de 90 degrés. Par exemple, on considère le vecteur d'affixe 2 plus 4i, je le multiplie par i, j'obtiens moins 4 plus 2i, et ça me donne bien un angle droit. De ce résultat, nous pouvons déduire que multiplier par i au carré correspond alors à effectuer une rotation de 180 degrés. Pourquoi ? Eh bien, multiplier par i au carré, c'est multiplier par i et multiplier par i. Donc, la première multiplication par i, on voit, me fait passer du vecteur noir au vecteur rouge, avec une rotation de 90 degrés, et si sur ce vecteur rouge, je remultiplie par i, eh bien j'aurai une nouvelle fois une rotation de 90 degrés. En effet, en multipliant moins 4 plus 2i par i, j'obtiens moins 2 plus 4i, et j'ai à nouveau un angle droit entre le vecteur rouge et le vecteur jaune. Donc au total, deux rotations de 90 degrés me donnent bien une rotation de 180 degrés. Et d'ailleurs, dit plus simplement, i au carré, c'est égal à moins 1. Donc multiplier par moins 1 revient à faire une rotation de 180 degrés. Et d'ailleurs ça, on le voit bien sur l'axe des réels. Par exemple, quand vous passez de 4 à moins 4, vous faites une rotation de 180 degrés. Et exactement sur le même raisonnement, en multipliant par i puissance 3, on fait 3 rotations de 90 degrés, soit 270 degrés. Et donc on observe bien ça sur le plan. Même chose, i puissance 3, c'est i au carré fois i, autrement dit c'est moins i. Et dernière étape, i puissance 4, vous l'aurez compris, on ajoute une rotation supplémentaire, par conséquent on fait un tour de 360 degrés. Et on revient à notre point initial 2 plus 4i. Et ce résultat paraît tout à fait logique lorsqu'on se rend compte que i4 est égal en fait à 1. Donc effectivement, en multipliant un nombre par 1, on reste sans surprise à la même place. Donc voilà, n'hésitez jamais à jouer comme on vient de le faire avec un résultat et à retrouver par vous-même que tout ce qui en découle est bien cohérent. Alors à ce stade, on est content, puisque nous avons donné du sens à la multiplication par i, un sens géométrique, car nous avons réussi à associer la multiplication par i à la rotation de 90 degrés. Et en prime, dans notre raisonnement, nous avons réussi à faire d'autres liens, comme par exemple la multiplication par moins i avec une rotation de 270 degrés. Est-ce que pour autant notre histoire s'arrête là ? Pouvons-nous, sans regret, enlever notre esprit de ce problème ? On pourrait le croire jusqu'à ce que notre meilleur ami Cédric vienne nous voir et nous pose la question suivante. Et par combien est-ce que je dois multiplier si je souhaite avoir une rotation de 85 degrés ? Ou de 33 degrés ? Ou encore de 1 degré ? Et de 127 degrés. Alors on le voit, cette ribambelle de questions est en lien direct avec notre sujet. Et pourtant,
Nous ne savons pas à ce stade lui répondre, preuve que notre voyage mathématique n'est pas encore abouti. Ce que nous apprend notre ami Cédric ici, c'est l'importance de la généralisation, étape incontournable en mathématiques. L'idée ici n'est pas de répondre à chacune de ces questions, mais plutôt de trouver une règle générale nous indiquant par combien doit-on multiplier un nombre lorsqu'on souhaite avoir une rotation quelconque de r degrés. Nous le disions à l'instant, nous avons mis en relation la rotation angle droit avec la multiplication par i. À présent, notre problème est bien plus vaste. Nous devons mettre en relation une rotation quelconque avec le nombre complexe qui lui correspond. Pour nous aider dans cette tâche, nous allons changer l'éclairage et voir les nombres complexes sous un autre jour. Jusqu'à présent, nous présentions les nombres complexes sous la forme x plus yi, où xy représente les coordonnées dans le plan. Cette forme s'appelle la forme algébrique. Néanmoins, il existe une autre façon de caractériser un nombre complexe. En effet, de façon alternative, le point du plan qu'il représente peut se définir en premier lieu par sa distance par rapport au centre du repère. Appelons cette distance r. Néanmoins, cette distance seule ne suffit pas à caractériser notre point, car en effet, vous le voyez, une infinité de points se trouve à une distance r du centre du repère. Il faut donc coupler cette information avec une autre caractéristique. Et pour ce faire, on s'intéresse à l'angle θ que fait notre point avec l'axe des abscisses, ce qui donne une droite. Et le croisement entre cette droite et le cercle donne de manière unique, caractérise notre point en question. Ainsi, au lieu d'écrire notre point x plus y fois i, on peut l'écrire r fois exponentielle iθ. On retrouve r, notre distance par rapport au centre, et θ, notre angle par rapport à l'axe des abscisses. Nous pourrons expliquer dans une autre vidéo pourquoi est-ce que l'on retrouve l'exponentielle dans cette écriture. Quoi qu'il en soit, on appelle cette forme la forme polaire. Et il faut bien comprendre qu'il y a équivalence entre forme polaire et forme algébrique, elles désignent le même nombre, c'est simplement la forme qui change. Néanmoins, cette forme polaire va bien nous aider pour répondre à la question que nous nous sommes posée. Et avant de continuer, un détail important à souligner, le θ que l'on trouve dans l'expression de la forme polaire désigne donc un angle, mais cet angle ne s'exprime pas en degrés, mais en radians. Alors pour faire simple, les radians constituent simplement une autre façon de mesurer les angles, et on fait la conversion avec les degrés via cette règle. 180 degrés, c'est égal à pi radian. De là, on déduit qu'un angle de 45 degrés donne pi sur 4 radians, et qu'un angle de 91 degrés donne pi fois 91 sur 180 radians. Ce ne sont que des produits en croix, rien de bien compliqué. Maintenant que l'on a dit tout ça, revenons à notre problème. Considérons z un nombre complexe quelconque qui est à une distance r du centre du repère et un angle θ de l'axe des abscisses. Autrement dit, z s'écrit r fois exponentielle iθ. La question que l'on se pose alors est de savoir comment va s'écrire le nombre z' qui correspond à une rotation de 90 degrés par rapport à z. Avec la forme polaire, on peut répondre facilement à cette question. Et pour ce faire, nous allons donc nous demander à quelle distance z' est par rapport au centre du repère et quel angle z' forme avec l'axe des abscisses. Avec ces deux éléments, nous pourrons ainsi construire la forme polaire de z'. Alors, pour la distance par rapport au centre du repère, on va rappeler un principe important. La rotation n'impacte pas les longueurs ni les distances. Par conséquent, si z est à une distance r du centre, sa rotation z' sera toujours à cette même distance r du centre. Nous connaissons ainsi déjà la première caractéristique de z'. Ensuite, quel angle fait z' avec l'axe des abscisses? Là encore, on peut le déterminer facilement. Nous savons que z fait déjà un angle θ avec l'axe, et z' par définition c'est z avec une rotation de 90 degrés. Donc, nous ne serons plus à un angle θ de l'axe, mais à un angle θ plus 90 degrés. Nous mettons le 90 entre guillemets, car on se souvient que l'angle indiqué ici doit être en radians et non en degrés. Et d'après ce que l'on a vu, 90 degrés en radians, ça nous donne pi sur 2. Ce qui va être intéressant à présent, c'est de comprendre la relation entre z et z'. Retrouve-t-on z dans l'expression de z'? Pour y répondre, nous rappelons une propriété toute simple de l'exponentielle. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Alors, revenons à z'. On peut commencer par distribuer le i dans l'exponentielle. Nous avons donc r fois exponentielle iθ plus i pi sur 2. Et à présent, nous appliquons notre petite propriété. Nous avons ainsi que z' c'est r fois exponentielle iθ
fois exponentielle i pi sur 2. Et là, dans les deux premiers termes de z', nous reconnaissons tout simplement z, à savoir r fois eiθ. Nous avons donc que z', c'est z fois ei pi sur 2. Et à ce niveau, il y a deux remarques à faire. La première, et je vous laisserai vous en convaincre, exponentielle i pi sur 2, ce n'est rien d'autre que l'écriture en forme polaire du nombre i. Autrement dit, nous retrouvons bien notre résultat de tout à l'heure, comme quoi pour avoir une rotation de 90 degrés, il faut multiplier notre nombre de départ par i. Et la seconde remarque, celle qui sera vraiment importante, nous partions de z et nous voulions une rotation de 90 degrés, autrement dit pi sur 2. Et bien le résultat consiste à multiplier notre nombre de départ par exponentielle i pi sur 2. On retrouve le pi sur 2. Et donc en fait tout ce raisonnement que nous avons fait avec cet angle particulier marche en fait avec n'importe quel angle θ'. En effet, on peut tout réécrire en changeant pi sur 2 par θ', un angle quelconque. Et là, cette situation, elle nous ravit parce qu'on vient en fait de trouver une règle générale nous disant que si l'on veut une rotation d'angle θ', on doit multiplier notre nombre de départ par exponentielle iθ'. Et à présent, nous pouvons appliquer cette règle pour n'importe quelle rotation. Par exemple, si je veux faire une rotation de 20 degrés. Alors la première étape, ne l'oublions pas, c'est de transformer ces degrés en radians. En réutilisant la règle que 180 degrés vaut pi radian, on en déduit que nos 20 degrés correspondent à pi sur 9 radians. Donc c'est la rotation que l'on veut faire. Et là, tout simplement, pour avoir cette rotation de pi sur 9 radians, eh bien, je multiplie le nombre complexe par ei pi sur 9. Ainsi, grâce à cette règle, nous pouvons répondre à toutes les questions de Cédric en appliquant exactement cette méthode. Pour finir, nous pouvons remarquer que la règle trouvée peut être assimilée à une fonction que nous appellerons R pour rotation. La fonction associe à toute rotation voulue le nombre complexe par lequel il faut multiplier le point initial pour obtenir justement cette rotation. L'ensemble de départ est donc l'ensemble des rotations 0 de pi. Rappelons que 0 radian correspond à 0 degrés et 2π correspond à 360 degrés, donc on capte bien toutes les rotations possibles, et à cet angle θ', la fonction r lui associe le nombre complexe exponentielle iθ'. Et je vous quitterai en vous demandant si cette fonction est injective, surjective ou ni l'une ni l'autre. Et est-ce qu'il y aurait d'après vous un moyen de changer les ensembles de départ et ou d'arrivée pour en faire une fonction bijective? Je vous laisse méditer là-dessus et répondre en commentaire. Voilà les amis, j'essaie dans cette vidéo de vous montrer les grandes étapes d'un raisonnement mathématique, depuis la petite question que l'on peut se poser comme ça par curiosité, jusqu'aux résultats finaux qui intègrent des généralisations. J'espère que cette petite aventure mathématique vous aura intéressé, et je vous dis à bientôt pour découvrir de nouveaux sujets.